Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Je suis très heureux de vous retrouver depuis les studios de TV Monaco avec ce rayonnement international à travers nos séquences, nos entretiens et reportages, avec toujours de grands auteurs. Vous allez vous informer, réfléchir et voyager avec nous, je l'espère. Aujourd'hui, pour notre grand entretien reportage, nous serons avec l'écrivain Alain Mabankou, entre Paris et Monaco, pour son nouveau roman Ramsès de Paris, une histoire parfois loufoque qui intègre beaucoup de références littéraires et artistiques. Quand vous êtes habillé avec des couleurs vives, autour de vous, vous dispensez la joie de vivre. Ouais, c'est vrai. Les gens, comme si l'œil était fatigué de la monotonie, des ténèbres, et la lumière jaillit, et tout le monde vous reçoit avec un grain de sourire en disant « Oh, vous aimez bien les couleurs », etc., etc. Alain Mabankou vous fera aussi quelques confidences surprenantes. Et puis, votre club de lecture avec des passionnés de livres, dont une jeune lectrice lycéenne, une lectrice passionnée et toujours les pépites des libraires. Et on commence cette émission avec un premier invité dans nos studios. Bonjour Ruben Barouk. Bonjour. Vous avez reçu la bourse découverte du prix Prince-Pierre de Monaco pour votre premier roman, Tout le bruit du Guélis, paru chez Albin Michel. Le Guélis, c'est un quartier moderne de Marrakech. Exactement. C'est le quartier qu'on dirait européen ou occidental de Marrakech, ouais. en opposition à la Médina, donc la vieille ville. Et c'est le quartier où ma grand-mère vit et où ma famille a toujours vécu au Maroc, à Marrakech. Alors c'est très étonnant quand on est dans ce quartier Guélis que j'ai connu. Il y a effectivement toutes les marques occidentales. On a vraiment l'impression d'être dans une autre ville, d'être en dehors de Marrakech. C'est vrai. Oui, c'est comme vous le disiez, comme on le disait à l'instant, c'est par opposition à l'image qu'on aurait de ce Marrakech-là, de cette Médina, de cette vieille ville où les choses sont encore très authentiques, très préservées, et même dans ce quartier du Mella, de l'ancien ghetto juif de Marrakech, où une bonne partie du roman se passe, Guéliz est très déconnecté du reste de la ville. Pas moins magnifique, mais à part. Alors dans ce roman, votre personnage, vous, le narrateur, retourne sur les traces de sa famille séfarade à Marrakech. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce que vous cherchez, Ruben, en écrivant cette histoire? Et que cherche votre narrateur s'il est dissocié de vous? Alors, le narrateur, c'est moi. Oui, complètement. Complètement moi, à quelques détails infimes près. L'histoire a été rédigée telle qu'elle, vraie. Un détail notamment qui survient à la troisième ligne du roman, qui est que mon éditrice m'avait recommandé de changer l'adresse de ma grand-mère pour préserver son intimité. Et ça a été un très mauvais choix parce que ma grand-mère s'est énervée de voir que c'était la mauvaise adresse en disant si on avait mis la bonne adresse, j'aurais eu au moins de la visite. Donc finalement, c'était parti d'un bon sentiment, mais c'était une très mauvaise idée. Donc vous l'avez changé. Donc j'ai changé pas la bonne. Ça. C'est pas la bonne vous adresse. Vous voulez donner la bonne adresse? Non, je ne vais pas donner la bonne adresse. De toute façon, la porte est toujours ouverte et les gens savent globalement qui est Paulette. Donc ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce que ce narrateur cherche? Ce narrateur cherche un bruit parce que ma grand-mère, en mars 2022, au moment où j'écris ce roman, se plaint d'un bruit très persistant chez elle, qu'elle n'arrive pas à identifier, dont elle ne parvient pas à identifier en tout cas la provenance. Et donc elle nous le décrit. Et les oncles, les tantes, les parents, les frères, les sœurs, tout le monde un peu dispersé aux États-Unis, en France, s'inquiète de ce bruit-là. Tous les yeux se rivent sur Marrakech. Et donc ma mère et moi, nous décidons de partir pour découvrir quel est ce bruit. Et on arrive dans cette ville extrêmement froide, avec beaucoup de stupeur et de surprise, parce que Marrakech, c'est quand même le soleil et la chaleur. Et pourtant, il fait très froid, et on y reviendra peut-être, mais ce froid-là a aussi une explication et une raison dans ce bruit-là. Alors, ce bruit, le bruit de Guéliz, en fait, c'est un bruit ambiant aussi, parce qu'il peut être obsédant. C'est un quartier qui vit beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de bars, de restaurants, il y a des boîtes de nuit aussi. Tout est possible dans le quartier de Guéliz. Et il y a aussi cette histoire, cette cohabitation pacifique entre les juifs et les musulmans à l'époque de votre grand-mère. Exactement. Donc il y a une double contradiction, je dirais. C'est à la fois ce bruit permanent, percutant, et en même temps un pacifisme qu'elle a connu. Absolument, et cette contradiction est
et cette double cohabitation est très juste telle que vous l'évoquez, parce que ce bruit est aussi le silence immense que les Juifs ont laissé quand ils sont partis dans les années 67 avec la guerre des 6 jours. Contradiction là encore. Encore une fois, une contradiction. Et ma grand-mère est restée, ma mère est partie. Donc moi, je n'ai pas connu ce pays-là. Et plus que ma grand-mère encore, des dizaines, une quinzaine de personnages que nous avons croisés au cours de ce pèlerinage que nous avons fait pour distraire ma grand-mère, puisque le bruit n'était pas là. Et nous ne pouvions pas lui faire croire que nous l'entendions nous aussi. On est allé dans la vallée de l'Ourika, on est allé sur les routes d'Ashbarou, sur les lieux saints, pèlerinés et par les populations juives et musulmanes. Et nous sommes emmenés par ces lieux protégés par les musulmans encore aujourd'hui qui veillent sur cette histoire juive. On ne va pas tout raconter, mais c'est que le bruit est en elle. Voilà, il y a évidemment une fin, un dénouement. Juste une chose, il y a une phrase que vous écrivez qui est très forte, c'est que quand les Juifs sont partis, vous dites qu'il n'y avait qu'une seule chose frappante, le vide. Absolument. Un grand vide. Absolument. Et c'est un vide qui est aussi ici extrêmement contradictoire. C'est-à-dire c'est un vide qui a été laissé dans le cœur des enfants de ma génération et même plus jeunes encore, quand nous allons au Mela et que nous croisons ces jeunes enfants de 6-7 ans et qui nous indiquent la synagogue et qui nous parlent en hébreu parce que les Juifs, selon eux, ne peuvent venir que d'Israël. Ce vide est vertigineux. Et puis il y a ce vide, mais qui a été rempli en fait par les Berbères. Donc je révélerai pas tout, mais la mémoire juive est gardée à l'intérieur. Je l'écris à Marrakech. Ces personnes-là gardent le juif en eux. Elles gardent tout ce que le juif n'a pas pu prendre quand il est parti. Voilà, ce vide rempli d'émotions en tout cas, Ruben. C'est dans votre roman, avec le bruit du Guélis, tout le bruit du Guélis. Merci beaucoup Ruben Barouk. Merci à vous. Merci, je rappelle que vous êtes lauréat donc, de la bourse découverte du prix Prince-Pierre de Monaco pour ce roman paru aux éditions Albin Michel. On part à présent dans un célèbre café de Monaco avec un célèbre écrivain pour parler de nombreux sujets qui vont de l'immigration aux tenues vestimentaires, oui, avec plein de confidences. On va chiner avec On chine avec on chine à l'eau. À l'eau et pour Ramsès de Monaco. Ramsès de Monaco. Bonjour Alain Mamankou. Bonjour, bonjour. On est dans un endroit qui brasse les cultures, qui brasse les nationalités ici. Un lieu international où se croisent des visiteurs du monde entier. Oui. Nous sommes au Café de Paris, ici à Monaco, sur la place du Casino, là, qui est juste là, splendide. Oui. Et le Café de Paris, c'est une sorte d'ellipse pour parler de votre roman. Oui. Parce que votre histoire se déroule à Paris avec, on va dire, des allers-retours congolais. Oui. Ça, j'aime bien ces va-et-vient. J'aime que le roman soit mobile, que le roman ne soit pas immobile. C'est peut-être même aussi l'exemple que même si j'ai décrit les quartiers de Paris, les châteaux rouges dans le 18e arrondissement, mais on peut déporter tout cela ici au regard de cette population qui est variée, qui vient regarder un peu l'hôtel de Paris et les environs. Bon, on vous a trouvé un lieu un peu parisien, on va dire. Voilà, tout Ramsès à fait. de Paris, donc c'est un livre truculent, comme on dit. On y rencontre un exilé congolais arrivé dans le quartier de Château-Rouge. C'est un quartier très populaire, on est très loin ici du quartier Château-Rouge. Et il échange avec un réceptionniste nommé Ramsès. Et on va très vite osciller comme ça entre le rêve et la réalité, parce qu'il va raconter des histoires. On ne sait pas si c'est vrai. Ramsès va raconter son expérience aussi. Tout se mélange, tout est flou, tout est fictif. Je pense que j'aime ce côté un peu obscur ou bien ambigu dans lequel on va se dire où est la part de la réalité, où est la part peut-être du rêve. Mais dans Ramsès de Paris, je pense qu'il y a beaucoup de réalité parce que les scènes qui sont décrites sont réelles, les quartiers qui sont décrits, les petits commerces, les personnages africains et autres. Tout ça, ça donne beaucoup plus de réalité que de fiction. Et de toute façon, je suis un écrivain de la réalité. Je ne saurais pas faire de la science-fiction. Ça dépend. Ça arrive. Mémoire de Porc-Épic. Ah oui, c'est vrai. On était assez loin. Oui, c'est vrai. Les allongés aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Je connais un peu votre œuvre, Alain, donc il ne faut pas me la faire. Mais je sais, mais là aussi, c'est quand même les croyances. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, par rapport aux croyances. Voilà, le côté onirique. Disons que ça, c'est de l'orinisme réel.
de la réalité. Vous parlez de l'immigration, Oui. vous faites comme un pas de côté. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a ce personnage Benoît qui est un artiste frustré dans son pays. Il rêve de rejoindre la France. Il faut savoir qu'il vit au crochet des parents de ses copines, les parents de ses copines. Il vit sans avoir le bac, il a raté 3 fois le bac, il fait honte à son père. Et puis un jour, il disparaît. Oui, oui. Il rêve finalement d'aller en France et il va vivre son rêve d'exilé. Sauf que, arrivé en France, la réalité le rattrape. Oui. C'est un livre aussi de la désillusion, c'est un livre, j'allais dire, des illusions perdues à la congolaise. Ouais. On rêve qu'à Paris, on va trouver la prospérité, que tout sera facile. Et on se rend compte que vous avez quitté parfois un bonheur local qui était bien, avec la circonférence, et vous arrivez dans un espace dans lequel vous êtes finalement un petit grain de sable. Vous n'existez pas et vous êtes obligé de tout faire pour réussir par tous les moyens nécessaires. Chez moi, les gens ont raté de faire la musique. Ils veulent être écrivains, mais ça ne marche pas. Ils veulent être, je ne sais pas, ministre ou quoi, ça ne marche pas. J'aime les livres de l'échec. Il y a cette frustration, parce qu'il dit, en France, au moins, on respecte les artistes. Oui, parce que comme il ne réussit pas, officiellement, il se dit officiellement, donc c'est ça qu'il va chercher. Officiellement. Et effectivement, c'est là où est le pas de côté, Alain, parce que l'immigration, parfois, elle est générée, elle est encouragée par une volonté artistique, par ce souhait, quand on est en Afrique ou quand on est dans un pays ailleurs dans le monde où on a des difficultés, quel que soit le pays d'ailleurs. On se dit qu'en France, c'est le pays des lettres, c'est le pays de la culture. Oui. C'est ça qu'il veut. Oui, mais parce que c'est l'image qu'on nous a donnée. Nous sommes, nous autres au Congo, des anciens colonisés. Et donc l'image de la culture, c'était la culture française. Dans mon enfance, on écoutait les Johnny Hallyday, les Michel Sardou, les Paul Naref, les Nana Mouskouri, toute la variété française. La musique congolaise, on ne l'écoutait pas. Parce qu'on se dit, bon, ça c'est à nous, quand même, on ne va pas nous faire un peu comme Jésus qui n'a jamais pu faire des miracles à Nazareth, parce qu'on dit, tu es né ici, quel miracle tu peux faire? Donc on vivait dans cette perspective où on se disait, tout ce qui venait de France, c'était la crème de la crème. Et donc on voulait être comme des Français dans la littérature, dans la mode, parfois même dans la nourriture. Parce que nous, la viande, on n'est pas là à faire du steak, ça prend trop de temps. On arrache une bonne partie, on balance dans la marmite et on mange avec du manioc. Ça va directement. Donc je pense aussi que c'est un livre de critique même de cette aliénation culturelle que nous avons. On va quitter ce café de Paris, puisque vous êtes très bien habillé, comme vous dites, vous adorez les vêtements. On va aller plus haut, il y a des boutiques de vêtements, on va essayer de ne pas filmer les marques, évidemment, mais on va parler de la sape à la Mabankou, parce que vous aimez beaucoup la sape, et ça jalonne d'ailleurs toute votre œuvre. Merci beaucoup, au revoir. Merci. La sape donc à la Mabankou, c'est une source d'inspiration permanente pour vous. Même dans ce livre, Ramsès de Paris, page 251. C'est précis parce qu'il y a une allusion à Papa Wemba. Il y a un taxi qui dit à votre narrateur, tu es un peu sapé comme Papa Wemba. Voilà. Je pense qu'on identifie beaucoup les Congolais à la sape, qui est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Parce que les Congolais ont fait de l'art de l'habillement une esthétique. Ils préfèrent même mourir de faim que de manquer de chaussures Weston ou des pantalons. Donc, des marques du coup. Des marques du coup, voilà. La sape utilise les marques. Mais moi, je suis allé pratiquement au-delà de l'histoire de la sape en refusant les marques, mais en privilégiant les créateurs indépendants. Et donc, au lieu de dire la sape, pour moi, j'ai toujours dit, j'ai le goût du vintage, les habits anciens. Parfois, quand je vais acheter des chemises rares, je vais dans le tournage de cinéma à Hollywood, là-bas, où je suis à Los Angeles. À la fin d'un tournage, il y a souvent les costumes de films qu'on est en train de brader. Et là, on peut acheter une chemise de l'époque, je ne sais pas, du début du XXe siècle. Et ça fait extraordinairement bien. Moi, je trouve que plus vous avancez dans la vie à la Mabankou, plus vous osez de choses. Parce qu'on s'est connus, on se connaît depuis très longtemps, on s'est vus dans de nombreux pays, on a fait de nombreux festivals ensemble. Et à chaque fois, vous me surprenez. Un jour, vous êtes arrivé avec un sac à main, par exemple. Un sac à main, ça ne vous fait pas peur. Alors maintenant, c'est la mode pour les hommes. Oui, je pense qu'il faut casser ces histoires de genre. Les gens oublient parfois que
si vous êtes un homme, vous pouvez avoir un bon pantalon chez les femmes, mais quand je vais le porter, les gens ne vont pas savoir que c'est féminin. Ouais. Parce que j'ai pris la taille la plus élevée. Mais sauf que les connaisseurs savent que si je suis en train de ouvrir, comme on a dit, la fermeture éclair par la gauche, c'est pour les femmes qu'ils ont fait ça. Ouais. Mais moi, j'ai cassé tous ces gens. Et puis moi, j'aime oser les couleurs. Dans un pays comme la France où en hiver tout le monde est en gris, Ouais, c'est ça. moi j'arrive dans des couleurs les plus explosives possibles. Alors ça, c'est Château Rouge pour le coup. C'est château. C'est coloré, vraiment, Voilà. c'est un panel de couleurs, Château Rouge. Je pense. Peut-être le quartier le plus coloré de Paris par Voilà. les vêtements. Oui, Parce par que les tout le monde vêtements. ose des Oui. choses. Et je pense aussi que quand vous êtes habillé avec des couleurs vives, autour de vous dispensez la joie de vivre. Ouais, c'est vrai. Les gens, comme si l'œil était fatigué de la monotonie, des ténèbres, et la lumière jaillit, et tout le monde vous reçoit avec un grain de sourire en disant « Oh, vous aimez bien les couleurs », etc., etc. Et au fond, je suis presque même prisonnier de mes propres choix. Parce que le jour où je décide d'être comme Emmanuel Kera, d'une belle veste comme ça, bleue, les gens vont dire « Mais monsieur Mabankou, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez plus ces couleurs. Il y a un problème dans la vie. » Donc je suis obligé d'être moi-même ce personnage que j'ai inventé. Et c'est peut-être aussi ça la mode. On va terminer avec les portraits des grandes personnalités que Oui. vous avez écrits, Alain Mabankou, avec Baldwin par exemple, Oui. dans Lettre à Jimmy, Oui. Angela Davis récemment. Vous avez besoin aussi de ces phares pour rester connecté avec le monde, pour ne pas être trop dans la fantaisie, dans la rêverie. Parce que c'est assez confortable finalement la fantaisie. Je pense que ça, c'est mon côté aussi pédagogique. J'aime bien mettre en valeur les personnalités qui ont concouru à notre bonheur, à notre existence en tant qu'être humain. C'est pour ça que quand vous citez James Baldwin, ça me fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui m'a appris à être fier de moi. Mais il y a d'autres femmes encore comme Angela Davis pour lesquelles j'admire le courage, j'admire les analyses sur les sociétés contemporaines. Donc c'est aussi une manière pour moi de rendre hommage à ces personnages très importants qui constituent une sorte d'universalité culturelle. Ouais. Voilà. Et de vous reconnecter finalement. Et de me reconnecter. Parce que vous êtes un peu foufou dans votre tête. Il y a la folie. Ah oui. La folie, c'est le commencement de la création. C'est ça. Ah oui, oui, les gens Vous ont avez toujours- l'esprit plein de couleurs. Et j'ai l'esprit plein de couleurs et ces couleurs parfois créent l'arc-en-ciel. Hein? Voilà, l'harmonie des couleurs. Et l'écrivain et poète portugais Pessoa, que vous aimez beaucoup, Oui. disait que la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. Il avait raison. Il avait raison. Il avait raison et il avait raison aussi d'écrire le livre de l'intranquillité. Parce qu'un créateur doit vivre dans cette sorte d'intranquillité créatrice. Ouais, ouais. Et c'est ça. Moi, j'aime être intranquille dans ce que j'écris, intranquille dans ce que je mange, intranquille dans ce que je porte. On va rester dans cette intranquillité dans le club francophone. Oui. Merci beaucoup Alain Mabankou En tout vraiment cas, d'avoir merci. participé à cette nouvelle émission. Merci. Vous êtes un fidèle depuis des années. Merci On beaucoup. s'accompagne mutuellement et j'en suis très heureux. À bientôt Alain. Merci et bonne chance. Merci beaucoup. Voilà. Lisez le nouveau roman d'Alain Mabankou, Ramsès de Paris, paru aux éditions du Seuil. Voici notre club de lecture à présent avec une lectrice, une lycéenne et une libraire pour les pépites des libraires. On commence avec la lectrice passionnée. Bonjour Clémence Belmonté. Bonjour Emmanuel. À côté de vous, il y a Carolina qui a déjà participé à l'émission. Bonjour Carolina. Bonjour. On te retrouvera tout à l'heure avec un roman qui a eu un succès incroyable. Clémence, on commence avec vous. Vous êtes fondatrice d'abord de Memoria Archives à Monaco. Vous êtes diplômée de l'école du Louvre. Vous avez une entreprise qui permet d'archiver ses souvenirs, c'est ça, de famille? Tout à fait. Tout à fait, d'archiver tous ces souvenirs, notamment les photographies, Oui. de les numériser pour ensuite les valoriser et garder une trace de ces souvenirs qui dorment régulièrement dans nos caves. Bon, on ne donne jamais la parole, vous le savez, aux lecteurs anonymes dans les émissions culturelles et littéraires. Alors on voulait réparer ça. Quel est le livre qui a marqué votre vie ou en tout cas qui a illuminé une partie de votre vie, Clémence? C'est Dora Bruder de Patrick Modiano Ouais. que j'ai découvert à l'époque où j'étais en classe préparatoire. Ce livre devait m'accompagner pendant un trajet de train et résultat, il m'a accompagné jusqu'ici. Ah oui, Ouais. Vous l'avez relu? Oui, tout à fait. C'est vrai, plusieurs Ouais, fois? plusieurs fois.
C'est dur de relire un livre plusieurs fois, Un non? petit peu. Mais c'est un petit plaisir modianesque qu'il faut se C'est garder dur, mais sous on le le fait pied. quand même, c'est ça. Dora Bruder qui est construit comme une enquête. C'est à la fois une biographie et une autobiographie parce que Modiano se met en scène dans ce livre. Tout à fait. C'est une grande spécialité de Patrick Modiano, Ouais. l'autofiction, de travailler sur sa propre histoire à travers celle des autres, ce qu'on fait tous un petit peu inconsciemment en s'identifiant ou pas aux personnages des romans qu'on lit ou aux histoires sur lesquelles on peut travailler. Mais pourquoi il a illuminé votre vie à ce point-là, ce livre? Parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à lire ça. C'était un livre imposé par la professeure de français Ouais. que je n'avais pas particulièrement envie de lire. Oui, mais qu'est-ce qui vous a marqué? C'est toute cette histoire justement autour de la mémoire en fait. Qu'est-ce Ouais. qu'on laisse? Est-ce qu'on laisse des traces? Est-ce qu'on peut vivre une vie sans jamais laisser de traces? Et est-ce que justement Dora Bruder, on va retrouver sa trace puisque tout part d'une toute petite annonce, une coupure de journal parue dans Paris Soir le 31 décembre 1941. Et de là, on en fait tout un roman et un roman qui a une grande force intellectuelle puisqu'on aurait tous voulu que Dora Bruder échappe à la barbarie nazie et c'est pas le cas. Et c'est ce qui fait la force de son écriture. Et alors, j'imagine que ça a bien illuminé votre vie parce qu'aujourd'hui, avec votre entreprise qui s'appelle Memoria, le travail de mémoire, il est là aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est grâce à Modiano que vous avez monté une entreprise comme celle-ci. À quelque part, oui, je pense que on voilà. lui transmet l'information. S'il nous regarde, Patrick, vous avez créé des vocations. Alors, quand Modiano a reçu le prix Nobel, beaucoup ont dit que c'est ce livre qui a pu être déterminant, car c'est l'un des livres les plus importants de l'œuvre de Modiano. Vous en avez lu d'autres, vous, Clémence? Tous, mais je m'en garde Tous. sous le pied en cas de coup dur. C'est celui-ci, en fait, Oui. que vous gardez. Merci Clémence Belmonté pour ce conseil de lecture. À bientôt Clémence. Place aux libraires. Dans cette émission, nous donnons la parole cette semaine à une libraire belge. Bonjour Déborah Damblon. Bonjour Emmanuel. Vous êtes libraire dans la librairie du théâtre Le Public à Bruxelles, qu'on a déjà présenté dans cette émission, puisque vous êtes dans un théâtre. Il y a évidemment des pièces de théâtre, mais aussi des romans et plein d'autres choses. Et vous êtes une fidèle donc, de cette émission et notre fidèle librairie belge. Allons-y pour notre petit jeu de la séduction. Vous avez 2 minutes pour nous convaincre de lire 2 livres de votre choix, 2 pépites surtout, que vous avez en librairie. 2 pépites Emmanuel, absolument. D'abord, Belle Obscure, le dernier Caroline Lamarche, qui est paru au Seuil. Alors c'est intéressant parce que cette histoire de photo, au départ du livre de Caroline Lamarche, elle trouve une photo d'un de ses ancêtres qui a été banni de la famille. Elle va se pencher sur l'histoire de cet homme et en parallèle de l'histoire de cet homme, elle va se pencher sur l'histoire de son premier grand amour, de son mari, qui lui a à un moment déclaré qu'il était homosexuel. Et donc, voilà, ces 2 hommes ont bousculé chacun à leur façon sa vie. Oui. Mais Emmanuel, je vous vois froncer le nez, non, c'est du Non, pas Caroline. du tout. Vous savez comment elle écrit Caroline Oui, je Lamarche. connais bien Caroline Et Lamarche. à l'os, c'est précis, c'est exact, c'est une analyse de tous les sentiments de l'humanité. Et puis ça pose la question de l'amour, ça pose la question du lien. Très bien. Une question qui est tellement universelle et qui, à travers elle... Bon, n'en rajoutez pas. plus. Caroline Lamarche qui a été sélectionnée en plus pour le prix Goncourt. Et c'est une grande écrivaine, effectivement, à suivre. Un second, très vite, Déborah. Alors, on est tout à fait ailleurs. Je sais que sous vos airs très sérieux, vous avez un cœur d'enfant et que vous arrivez à vous émerveiller. Oui. Bruno Humbeck, qui est psychopédagogue, nous explique à quel point l'émerveillement est naturel aux enfants. Et puis, au fur et à mesure où on grandit, on a tendance à le perdre. Heureusement pas les gens comme nous, Emmanuel, mais gardons-le. Il va nous expliquer comment, il va nous expliquer l'importance de garder nos émerveillements. Et puis, nous, on va suivre ses conseils. Donc, éduquer à l'émerveillement, c'est ça, chez quel éditeur? Absolument, chez Racine. Chez Racine, de Bruno Humbeck. Merci, Absolument. Déborah. On va essayer. On va essayer ce livre aussi. Nous laisserons, bien sûr, sur Internet les références de vos choix. Je rappelle que vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie du théâtre Le Public. À bientôt, Déborah. À bientôt, Emmanuel. Une autre lectrice donc, est avec nous en plateau. Nous donnons aussi la parole aux lycéens. C'est important. Liberté totale dans cette émission chaque semaine. Carolina, rebonjour. Rebonjour. Tu as 17 ans et tu es en terminale au lycée Albert Ier de Monaco. Un livre qui a illuminé ta vie, c'est un livre signé Mélissa d'Acosta. Et oui. Du coup, aujourd'hui, je vais présenter Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué avec son histoire très touchante et je pense qu'il restera ancré en moi toute ma vie. Ah oui. Parce que, oui, parce que même si je l'ai lu il y a quelques années, je m'en souviens encore très bien et il y a encore des passages qui m'ont beaucoup émue, qui aujourd'hui encore m'éclairent sur certains moments dans ma vie. En deux mots l'histoire?
On suit Émile, c'est un jeune homme qui est atteint d'Alzheimer précoce et il décide donc de partir en voyage pendant 1 an, sa dernière année de sa vie. Et il part avec Joanne, une inconnue qui va le suivre dans son périple. À l'aventure, avec Exactement. un Un camping-car, qu'on c'est ça, voit dans les Pyrénées, en couverture en d'une pleine nature. célèbre marque. Vous voyez à peu près le camping-car à l'ancienne. Et la photographie est magnifique, le dessin, la photographie est magnifique sur la couverture du livre. Alors, savez-vous que ça a été évidemment un gros succès francophone, adapté à la télévision. Il a été très critiqué quand il a été diffusé à la télévision, ce film. Vous l'avez vu, le film? Oui, j'ai commencé à En le deux voir parties en 2 parties, c'est ça. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi, je trouve qu'il représente bien le livre. On sent peut-être un peu moins les émotions que, personnellement, ce que j'ai ressenti dans le livre, mais j'ai trouvé que c'était bien illustré. Alors, Melissa d'Acosta, quand elle a appris que le film n'était pas apprécié, elle a eu un déluge de critiques sur les réseaux sociaux. Elle s'est énervée et elle a coupé tous ses réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Pas contente, Melissa. Bon, merci Carolina. Avec plaisir. On se plonge dans ce livre, si on ne l'a pas lu, c'est ce que vous conseillez. Et oui. Merci pour ce conseil de lecture. Je rappelle que tu es lycéenne en terminale au lycée Albert Ier de Monaco. Belle année scolaire avec le bac, avec mention, on en a déjà parlé. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bon week-end et bonne semaine à vous tous. À la semaine prochaine.